Bonjour à tous, je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du Journal pour Soi et votre hôte sur le podcast Pour Soi. J'ai créé ce podcast pour démystifier et vous faire découvrir toutes les pratiques et les thérapeutes du bien-être physique et mental qui peuvent nous aider lorsque l'on traverse un moment compliqué dans notre vie. À travers chaque interview, nous allons vous donner des clés et des conseils pour surmonter les difficultés de la vie. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Laura. Bonjour Amandine. Je suis ravie de t'accueillir de nouveau sur le podcast Pour Soi. Je le rappelle aux auditeurs, on a déjà enregistré un épisode. C'est l'épisode 3 de la saison 1 où là pour le coup tu as expliqué un petit peu déjà ton profil. Tu es psychologue clinicienne et tu nous as expliqué les différents types de psychologues. Et on a parlé aussi de confiance en soi. Donc pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté cet épisode, n'hésitez pas à le retrouver sur le podcast. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Tout à fait. Je te reçois pour traiter un sujet particulier, le sujet du suicide. C'est un sujet qui est très tabou, mais qui peut toucher n'importe qui. On pense que quand une personne se suicide, son entourage s'en doutait. Cette personne devait sûrement montrer des signes, mais c'est pas souvent le cas. Et donc voilà, je trouvais important de traiter ce sujet. On va passer tout de suite à la première question. D'après toi, qu'est-ce qui mène au suicide ? Alors, il n'y a pas une seule raison qui mène au suicide, évidemment. En fait, les causes du suicide sont multiples. Elles peuvent être d'origine personnelle, individuelle, mais aussi professionnelle, familiale. Donc, il y a beaucoup de raisons qui peuvent mener une personne au suicide. Mais ce qu'on retrouve chez toutes les personnes qui ont fait une tentative de suicide, qu'elle ait été réussie ou pas, c'est la détresse psychologique. Donc on retrouve une détresse psychologique intense qui mène la personne à ne plus voir d'issue à sa situation. Et c'est ce manque de lumière au bout du tunnel, entre guillemets, le fait de voir des solutions possibles, de voir une possibilité de s'en sortir et d'aller mieux, qui souvent va être le déclic et qui va pousser la personne au suicide ou à la tentative de suicide en tout cas. Mais les raisons en soi, il y en a plein. Il peut y avoir autant de raisons qu'il y a de personnes finalement. C'est très individuel en fonction de son histoire, de son vécu. Il y a tout un tas de raisons. Et est-ce qu'on peut éviter le suicide ? Est-ce qu'une personne, quand elle le décide, c'est-à-dire quand elle souffre tellement qu'elle fait ce choix-là, est-ce que c'est possible d'éviter le suicide ? Alors c'est possible d'éviter une personne d'en venir au point où la personne va tenter de mettre fin à ses jours, mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'y a que la personne en soi, elle-même, qui puisse faire quelque chose, c'est-à-dire prendre contact avec un professionnel. Alors parfois, les événements de la vie font que l'entourage va s'en apercevoir, va s'inquiéter, va pousser la personne à aller voir un professionnel, ou bien que la personne aussi sur son lieu de travail ou par exemple, ça arrive aussi aux adolescents, aux jeunes à l'école, donc à l'école qu'on le remarque et qu'on les pousse entre guillemets à aller voir un professionnel. Donc il peut y avoir des personnes sur leur chemin qui les aident à faire cette démarche, mais il n'y a, je pense, presque qu'en faisant cette démarche, qu'il y a une possibilité vraiment de s'en sortir, dans le sens où une personne qui est extérieure, qui est observatrice, parfois il y a des signes, parfois il n'y en a pas, parce que les personnes sont parfois très très douées pour cacher leur détresse psychologique dont on parlait tout à l'heure, mais c'est surtout que dans ce qu'on appelle la crise suicidaire, on la nomme comme ça, il y a plusieurs degrés en fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'urgence suicidaire, avec plusieurs degrés, faibles, moyens et élevés. Et tout ça, en fait, c'est dépendant de plusieurs éléments, notamment le scénario suicidaire, est-ce qu'il est élaboré ou non, où en est la personne à ce niveau-là, les moyens à disposition pour réaliser son scénario suicidaire, est-ce que la personne a les moyens à sa disposition ou pas, est-ce que c'est en cours d'acquisition, voilà, tous ces
éléments-là nous permettent à nous, en tant que professionnels, d'évaluer ce qu'on appelle l'urgence suicidaire. Et en fonction de cette urgence suicidaire, on va prendre les mesures qui s'imposent. Donc ça peut aller de la médication, donc souvent ça part quand même d'une dépression, de symptômes dépressifs tout du moins. Donc ça peut aller de la médication, voilà, avec des antidépresseurs, un suivi psychologique avec une psychothérapie, mais ça peut aussi aller jusqu'à l'hospitalisation si l'urgence suicidaire est élevée et si on juge que la vie du patient là est en danger. Et ça, ce sont des éléments que seuls des professionnels formés peuvent voir et peuvent prendre en charge. Donc l'entourage, je sais qu'il y a souvent beaucoup de culpabilité au niveau de l'entourage et ça s'entend, ça se comprend bien évidemment, mais l'entourage n'est pas formé et n'est pas dans la bonne position malheureusement pour avoir ce rôle. Et ce rôle-là, il ne peut être tenu que par un professionnel finalement. D'après moi, toutes les recherches que j'ai faites, et j'ai regardé beaucoup d'interviews de personnes qui avaient fait des tentatives de suicide et des proches qui étaient restés après le suicide d'un proche. Et souvent, ce qui revient, c'est, étant donné que le suicide, c'est quelque chose qui est très tabou, qui peut faire peur à certaines personnes, et c'est très peu traité, c'est très peu, on parle très peu de ce sujet, et ça forme une sorte de honte quand on traverse quelque chose de très dur, de là à avoir des pensées suicidaires. En fait, il y a la honte qui arrive et souvent c'est ce qui bloque la personne de s'exprimer et de demander de l'aide. Parce que, en particulier, par exemple, moi je pense aux hommes qui sont souvent, en fait, on doit avoir une image très forte, tout gérer. Et en fait, parfois ils ne peuvent pas avouer que ils ne sont pas bien, qu'ils ne vont pas bien et qu'ils ont besoin de demander de l'aide, et même auprès de leurs femmes, auprès de leurs enfants, souvent ils ne peuvent pas en fait l'exprimer. Et c'est ça aussi qui tue en fait, c'est parce que y a toutes ces images du suicide qu'il faut, c'est seulement si on est fou qu'on se suicide, c'est pas le cas, c'est qu'on est dans une telle souffrance qu'on ne peut plus en fait vivre. C'est pas un choix, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste une douleur trop intense. Et je pense que d'en parler, même si c'est sûr qu'on a besoin d'un professionnel pour pouvoir détecter toutes ces choses et soigner littéralement la personne, mais le plus important, c'est de ne plus avoir peur d'en parler et de démystifier un peu tout ça. Bien sûr, ça c'est l'objectif, c'est l'idéal, c'est évident. Y a effectivement ça qui rentre en compte. On vit dans une société aujourd'hui où même sans aller jusqu'au suicide, il y a beaucoup d'autres choses qui sont tabous. Rien que le fait de ne pas se sentir bien ou au top de sa forme, c'est à la limite du tabou. C'est accentué par les réseaux sociaux, par toutes les images qu'on nous montre et qui ne reflètent pas la réalité. Ou parfois on prend son téléphone 5 minutes et on se dit mais pourquoi moi j'ai une vie de merde alors que les autres ont l'air d'avoir une vie super. Sauf qu'il faut le rappeler parce qu'on le rappelle pas assez, mais tout ça ce n'est pas la réalité, ce sont des mises en scène. Mais c'est vrai que ça confronte les personnes parfois aux imperfections de leur vie et ça les ramène à leur souffrance. Il y a ça, c'est certain. Il y a aussi tout l'impact de la société, effectivement, par rapport au genre aussi, où effectivement, sur les hommes, parfois les hommes ont entendu depuis tout petit, t'es un garçon, tu dois pas pleurer, tu dois être fort, tu dois être un bonhomme. Donc il y a toutes ces injonctions aussi sur les hommes qui, effectivement, font que la proportion d'hommes à parler et à consulter, ou même à parler à leur entourage est beaucoup plus faible que les femmes. Donc là-dessus aussi, c'est un engagement, on y travaille, on essaye de libérer la parole. Mais il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple la protection. C'est-à-dire que les personnes veulent aussi protéger leur entourage. Et parfois, ils ne parlent pas pour les protéger parce qu'ils ont peur de leur faire de la peine, ils ont peur qu'ils s'inquiètent pour eux. On retrouve notamment ça beaucoup chez les adolescents. Chez les adolescents, par exemple, qui souffrent de harcèlement scolaire, etc., qui ne vont pas en parler à leurs parents, il y a la honte, effectivement, mais il y a aussi la protection, la peur de créer un malaise, la peur que le parent se sente mal. Et on retrouve aussi ça à l'âge adulte. Parfois aussi, on se dit que c'est un passage, que ça va aller mieux et qu'on ne veut pas inquiéter l'autre, son conjoint, par exemple. Et au final, les jours passent, ça va pas mieux et puis on s'enlise dans quelque chose qui est un peu circulaire et on n'arrive plus à s'en sortir et on ne sait plus parfois comment le dire. Il y a aussi parfois parce que les personnes n'ont pas les mots pour exprimer leur détresse psychologique. Parfois, on sait pourquoi on ne va pas bien, mais parfois on ne le sait pas clairement. Et donc, les personnes autour de soi peuvent le remarquer,
peuvent vous dire « Bah oui, mais en ce moment, t'es pas bien, ça se voit, regarde, t'as perdu beaucoup de poids, t'as plus goût à rien, t'as plus envie de rien faire, t'as plus ta joie de vivre, qu'est-ce qui va pas ?» Et la personne, elle est confrontée à cette question « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle ne sait pas quoi répondre finalement. Parce que parfois, il y a un sentiment général, un état de vulnérabilité générale, parce que, encore une fois, quand on disait que ça pouvait être lié à plein de choses, ça peut être lié effectivement à un événement déclencheur qui va ensuite déclencher toute une série d'événements qui sont identifiables, comme par exemple la perte de son travail, et après ainsi de suite, la dégringolade financière, la perte du logement, une séparation, des choses qui sont identifiables. Mais il peut aussi y avoir une vulnérabilité psychologique héréditaire, par exemple. Certaines formes de dépression, les plus graves, les plus lourdes, les dépressions chroniques, peuvent avoir un aspect héréditaire. Donc ça, on n'en parle pas non plus beaucoup. Mais il y a aussi tout l'aspect transgénérationnel, le poids des secrets de famille, des non-dits, toutes ces choses-là aussi qui peuvent avoir un impact sur soi. On peut être le porteur de tous ces poids de nos ancêtres aussi. Et sans en avoir vraiment une conscience claire de c'est ça qui ne va pas. Et donc parfois répondre à cette simple question qu'est-ce qui ne va pas, c'est une souffrance parce qu'on ne sait pas et donc on ne se sent pas légitime à souffrir. On ne trouve pas de légitimité à notre souffrance. Et ça augmente encore plus ce sentiment de honte dont tu parlais. Donc oui, il y a toute la société, les non-dits, le fait de ne pas en parler, mais il y a aussi tout cet aspect-là. Mais effectivement, il faut essayer, quand on est dans l'entourage, d'inciter l'autre à se confier. Mais encore une fois, j'insiste sur le mot « essayer » parce que ça peut entraîner beaucoup de culpabilité de se dire qu'on a essayé et qu'on n'a pas réussi. Or, ce n'est pas entre les mains de l'entourage, vraiment pas. Et d'où l'importance, si la personne n'arrive pas à mettre des mots sur sa souffrance, d'aller voir quelqu'un de confiance. Et pareil, je répète encore, si avec un thérapeute ça ne fonctionne pas, aller voir quelqu'un d'autre avec lequel le feeling passe mieux pour essayer de comprendre et de détecter ce qui ne va pas. Et est-ce que tu peux juste, et après on passera aux questions suivantes, nous donner les signaux d'alerte qui peuvent être détectés par les proches? Alors les signaux d'alerte en général, ça va être tous les signaux qui sont relatifs aux troubles dépressifs. Donc la perte d'appétit, les troubles du sommeil, la perte d'envie, de plaisir. C'est-à-dire si la personne elle avait plaisir à aller au foot toutes les semaines ou à boire un verre chaque vendredi soir avec ses amis, etc. Et que tout d'un coup cette personne n'a plus goût à rien, à tout ce qui avant lui plaisait énormément. La détresse psychologique, donc ça passe aussi par la souffrance psychologique, la tristesse durable et identifiable, mais aussi les ralentissements psychomoteurs aussi. Parfois on voit qu'il y a ce qu'on appelle une bradypsychie. Donc la bradypsychie, c'est un ralentissement de la pensée. Mais il y a aussi tout ce qui est un peu ralentissement, mais la souffrance aussi. Mais encore une fois, parfois ce n'est pas visible parce que parfois la personne est extrêmement douée pour cacher tous ces éléments à son entourage. Donc il peut y avoir des éléments qui vous mettent la puce à l'oreille comme cela. Finalement, un changement. Si tout d'un coup la personne, vous avez l'impression de plus la reconnaître, qu'elle n'est plus la même, qu'elle ne s'intéresse plus aux mêmes choses, qu'elle a plus d'envie, qu'il y a plus d'entrain, qu'il y a plus de joie, qu'il y a plus tout ça, ça peut être des signes. Mais parfois, malheureusement, les gens donnent le change. Devant vous, ils peuvent avoir l'air totalement comme d'habitude. Très bien. Et là, maintenant, on va passer donc aux questions des auditeurs qui m'ont été envoyées. Là, c'est plus par rapport au deuil, en fait, suite à un suicide. Donc, le suicide, ça peut être quelque chose de tellement inattendu. Comment prendre conscience de ce qui s'est passé et de ne pas rester dans le déni ? Alors comme pour tous les deuils, il y a plusieurs étapes. Donc la première étape du deuil, c'est souvent le choc et le déni. Donc ça, c'est une étape qui est normale. Pour aller ensuite vers une étape de la colère, puis vers l'étape de la tristesse et enfin vers l'acceptation. Et donc ces étapes-là, qui sont les étapes majeures, il y en a en réalité 7, il y a des étapes intermédiaires, mais là donc ce sont les 4 étapes majeures. Tout le monde ne va pas se retrouver aux mêmes étapes au même moment et pour la même durée.
Et dans le cadre d'un suicide, comme tu l'as dit, c'est tellement violent, inattendu, soudain, que souvent la première étape, celle du choc et du déni, dure plus longtemps. Et parfois, ce qui se passe dans un deuil, quand on dit faire son deuil, et donc il y a des personnes qui ne font pas leur deuil, ne pas faire son deuil, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est rester bloqué à l'une de ces étapes. Parce qu'il est important de pouvoir passer d'une étape à l'autre pour arriver jusqu'à l'acceptation. Et c'est là où on parlera de faire son deuil et où la personne, petit à petit, avec le temps, pourra retrouver, entre guillemets, sa vie. D'avant, bien sûr, qui sera modifiée par ce départ, mais pourra retrouver une certaine forme de sérénité. Et donc, dans le cadre d'un suicide, souvent, il y a des blocages à la première étape ou à la deuxième étape, donc à l'étape de la colère, parce que parfois, on se raccroche à cette colère pour ne pas s'écrouler. Cette colère, parfois, elle a une utilité, elle a une fonction, et elle a une fonction anti-effondrement, entre guillemets. Donc, on s'y rattache. Et parfois aussi, se rattacher à ces étapes, c'est aussi se rattacher à la personne qui est partie. Parce que passer aux étapes finalement de la tristesse et de l'acceptation, parfois, c'est pas rare, moi j'ai des patients qui l'ont verbalisé, qui ont dit oui mais je veux pas le ou la laisser partir. Et donc se raccrocher à sa souffrance, à sa colère, c'est une façon aussi de rester proche de la personne. Donc il y a ça, et comment est-ce qu'on peut se faire aider pour passer ces étapes du deuil ? Bon, en fait, je viens de donner la réponse, mais c'est se faire aider. Moi, je pense que c'est très difficile. Alors, je suis pas là, en fait, pour vendre ma pratique, parce que c'est vrai que je dis beaucoup tout à l'heure, il faut passer par les professionnels. Mais je pense que pour certains éléments, pour certaines détresses psychologiques, on peut réussir à s'en sortir seul avec un bon entourage, en fonction de votre degré de résilience de base aussi, etc. Mais parfois, pour certains événements qui peuvent être considérés comme des traumatismes, et finalement la perte de quelqu'un par suicide est une forme de traumatisme pour certains, va être intégrée par le cerveau, en tout cas pour certains, comme tel. Et dans ces cas-là, c'est bien de se faire accompagner pour pouvoir passer justement ces étapes de deuil, pour pouvoir avoir quelqu'un qui va travailler ça avec vous, qui va savoir identifier quand vous allez être bloqué dans une étape, pourquoi vous êtes bloqué à cette étape, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout ce qui se joue dans l'inconscient finalement, et vous aider à franchir les étapes et vous amener entre guillemets à faire votre deuil, à pouvoir retrouver cette forme de sérénité dont on parlait tout à l'heure. Parce que c'est très différent encore une fois d'une personne à l'autre. Il y a les personnes qui vont ressentir de la culpabilité, d'autres pas. Il y a des personnes qui vont avoir ce besoin presque vital de comprendre et d'autres où ce sera pas le besoin primaire. Mais en tout cas, en fonction des personnes et de leurs besoins et de comment s'est passé aussi le suicide de la personne, qui était cette personne pour vous, parce que ça aussi ça joue, ce sera pas le même travail à faire. Mais en tout cas, c'est un travail qui est très difficile à faire seul. Je pense pas qu'il soit impossible de le faire seul. Encore une fois, ça dépend de vous, de votre histoire, de votre degré de résilience et de vos aptitudes à l'introspection aussi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel, qui sont très informés. Donc voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, même si vous décidez de commencer à faire ce chemin seul, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si vous voyez que vous tombez petit à petit de plus en plus dans un cercle vicieux où vous êtes à votre tour dans ce schéma de détresse psychologique et de symptômes dépressifs comme la perte d'envie, voilà, vous n'aimez plus les activités que vous aimiez, vous avez plus goût à faire ce que vous aimiez faire. Là, il faut vous inquiéter, vous alerter et il faut contacter un professionnel, selon moi. Et comme tu l'as dit, donc le deuil, pour savoir quand une personne fait son deuil, c'est en fait une sorte d'apaisement en fait. Tout à fait, c'est le retour finalement à un état, je dirais à une forme de sérénité. Donc ça n'enlève rien au fait que la perte est toujours difficile. Quand on aime quelqu'un, le perdre, ce sera toujours difficile. 30 ans après, quand vous y repenserez, ce sera quelque chose de difficile. Mais l'objectif, c'est que quand vous y repensez, vous soyez aussi capable de repenser au bon moment, que vous ayez plus cette colère en vous, cette tristesse qui vous envahit et qui vous dépasse, que vous puissiez finalement penser à la personne, même si ça va vous faire un petit pincement au cœur, ou parfois ça vous donnera simplement envie de sourire parce que vous penserez à lui ou à elle pour un moment que vous avez partagé et que vous avez beaucoup aimé. Mais c'est de retrouver cette sérénité et surtout de retrouver votre vie finalement.
pouvoir reprendre vos activités, pouvoir reprendre goût à votre vie de tous les jours, parce qu'il y a forcément une étape, une phase où vous n'avez plus forcément goût à tout ça. Donc le but, c'est le retour à une vie presque normale, entre guillemets. Très bien. La question suivante, c'est comment ne plus se sentir coupable? Comment réussir à se dire que c'était sa décision et le comprendre? Alors ça, encore une fois, ça peut être très difficile d'une personne à l'autre, tout dépend de l'histoire, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement, qui était cette personne pour vous, quel rôle vous aviez vous dans la vie de cette personne, quel rôle vous vous attribuiez en fait dans la vie de cette personne, parce que parfois on va tendre la main à quelqu'un, on va avoir aussi cette impression ou ce rôle qu'on s'est donné presque soi-même, un peu d'ange gardien, et parfois quand la personne va jusqu'au suicide, on a l'impression d'avoir échoué dans notre mission, une mission qui n'était peut-être pas la vôtre dès le début, mais que vous vous êtes attribuée. Donc il y a tout un tas de choses aussi quand c'est une personne très proche de vous. Voilà, on a parlé tout à l'heure, mais des frères et sœurs, les parents, les meilleurs amis, donc le conjoint, etc. On a parfois cette culpabilité de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir vu à quel point c'était. Donc peut-être d'avoir sous-estimé la gravité de la situation. Mais comme je le disais, en fait, vous aurez vu ce que la personne vous a laissé voir. Ça, c'est important de prendre en compte que la personne, aussi mal elle pouvait être, au point d'aller jusqu'à la tentative de suicide, ça ne veut pas dire que cette personne n'avait plus de volonté. Et finalement, ce qu'elle vous a laissé voir, c'était sa volonté. C'était pas le hasard. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas vu, c'est que la personne ne voulait pas que vous voyiez et qu'elle a tout fait pour que vous ne voyiez pas. Donc là, vous n'avez pas de rôle là-dessus. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit, c'est que finalement, ça s'est déroulé comme la personne voulait que ça se déroule. Et que finalement, dans son départ, aussi difficile soit-il, c'était ses choix. Du début à la fin, c'est-à-dire de ce que vous avez pu voir à ce que vous n'avez pas vu, de la place que vous avez pu avoir dedans ou pas, tout ça, c'était ses choix. Et c'est important de prendre ça en compte parce que pour la personne, pour avoir par exemple eu des personnes qui avaient fait des tentatives de suicide qui ne s'étaient pas soldées du coup par une mort, qui après ont pu en parler, on dit que cette notion de choix à ce moment-là était très importante pour eux parce que justement cette détresse psychologique, ce sentiment de ne plus rien pouvoir faire pour aller mieux, et bien au milieu de tout ça, le fait de pouvoir au moins choisir comment cet événement allait se dérouler, paradoxalement ça leur faisait du bien, ça leur donnait cette notion de maîtrise et de contrôle qu'ils avaient plus depuis longtemps. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parfois vous avez besoin aussi vous de décharger émotionnellement cette culpabilité, de décharger vos questionnements, de pouvoir aussi y réfléchir et creuser un petit peu la chose, mais en étant accompagné et encadré pour éviter les débordements. Mais vous avez parfois besoin de comprendre, ça vous ramène aussi à des choses plus profondes, pas que dans le lien que vous avez avec cette personne, mais aussi à vous. Donc ça peut être des fois l'occasion de démarrer un travail un petit peu plus profond parce que à ce moment-là, vous en aurez besoin pour continuer d'avancer. Et pour rebondir à ce que tu as dit précédemment, c'est vrai que j'ai vu beaucoup aussi de TED Talk de personnes, donc des personnes qui sont restées après et qui ont vécu aussi un suicide. Ils disent souvent, ce qui revient, c'est que la personne n'exprime pas toutes ces choses, n'exprime rien. Et en fait, il se dit à chaque fois que si elle part, son entourage sera mieux sans elle. Et c'est souvent ça en fait qui vient, c'est qu'en fait on n'a pas, les personnes qui se suicident n'ont pas envie d'être une charge pour les gens qu'ils aiment en fait. Et c'est pour ça qu'ils expriment très peu de choses, parce qu'ils n'ont pas envie d'être des problèmes. Et c'est là où c'est important aussi donc de parler et d'échanger. Oui, tout à fait, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans cette crise suicidaire, donc dans cette détresse psychologique, il y a l'estime
qu'ont ces personnes d'elles-mêmes qui est fortement diminuée. Et donc ça aussi, ça peut être une raison pour laquelle les personnes ne parlent pas, mais l'impression de... ce discours de « je ne vaux rien, je suis nulle, je suis un boulet pour les autres, je ne leur apporte rien, j'ai pas envie d'être un poids pour eux », voilà, ce sont des phrases qui reviennent quand même très souvent. Et donc effectivement, parfois les personnes n'en parlent pas parce que elles ont pas envie d'être cette personne-là pour vous, mais parfois aussi elles n'ont pas envie de laisser cette image-là. Je pense notamment aux parents avec leurs enfants. Je pense que c'est très dur en tant que parent quand on en arrive à ce stade-là de se dire que on pense que notre enfant sera mieux sans nous, surtout quand on sait ce que peut causer la peine et de la perte d'un parent pour un enfant. Donc c'est que c'est un sentiment quand même qui doit être très fort, mais parfois on a envie de partir en laissant une belle image finalement à l'autre, et en ne laissant pas une image de la personne dépressive qui allait pas bien, qui pleurait tout le temps et qui était une larve sur le canapé entre guillemets. Je dis ça parce qu'on m'a déjà fait cette référence-là. Donc voilà, parfois c'est envie de donner une belle image, que la personne ait des derniers souvenirs qui soient agréables finalement. Alors ça peut paraître anodin pour la personne qui reste en se disant oui, mais si cette image elle est fausse finalement, maintenant je sais qu'elle était fausse et donc elle n'a pas une grande valeur. Mais pour la personne qui part, parfois c'est important de laisser une belle image. C'est un peu comme les personnes qui préparent leur décès, par exemple, quand ils sont très vieux, etc., ou qui sont malades, et qui veulent qu'une fois qu'on les enterre, on leur mette telle tenue, qu'on les maquille ou qu'on les coiffe de telle façon, parce que ça leur tient à cœur finalement de partir en étant bien sur eux, en ayant une belle image pour leurs proches. Mais c'est un peu similaire quelque part. La question suivante qu'on m'a posée, c'est comment vivre avec ce traumatisme et reconstruire sa vie dans l'incompréhension et dans le questionnement. Oui, voilà, le mot est bien choisi, j'en ai parlé tout à l'heure, traumatisme. Donc quand on a subi un traumatisme, on est par définition en état de stress post-traumatique avec des symptômes qui sont associés à cela, comme par exemple des reviviscences, des flashs pendant la journée, des rêves incessants qui reviennent sans cesse, donc des difficultés pour dormir, pour manger, un état d'hypervigilance. Voilà, par exemple, si la personne s'est suicidée avec un revolver, ça peut être, si on entend un bruit de pétard, ça nous ramène tout de suite à ça. Ça dépend aussi si parfois il y a des personnes qui trouvent le corps de la personne qui s'est suicidée, c'est un autre traumatisme, parfois qui entendent, qui voient, qui appellent les urgences. Enfin, il y a plein de situations différentes, donc plein de formes de traumatisme différents, mais en tout cas c'est effectivement un traumatisme, et donc qui dit traumatisme dit prise en charge qui va avec. Il faut le temps aussi. Ça, c'est quelque chose que je répéterai jamais assez, mais le temps fait beaucoup. Le temps soigne beaucoup de blessures, et c'est parfois on a l'impression de ne pas en avoir, ou on ne veut pas prendre ce temps parce qu'on n'a pas envie d'être comme ça pendant des mois. Mais malheureusement, le temps, c'est indispensable pour pouvoir se remettre petit à petit d'un choc aussi violent. Donc moi, à part le temps, l'entourage, bien s'entourer, c'est important aussi. Parce que quand on est bien entouré, les choses sont toujours beaucoup plus simples à vivre. Quand on est épaulé, parce que si vous subissez ça, mais qu'en plus vous avez un entourage catastrophique qui ne vous soutient pas du tout, qui passe sa journée à vous rabaisser, qu'au travail ça va pas du tout et que, ça ne vous aidera pas. Donc l'entourage personnel et professionnel, et un accompagnement si besoin, pour les étapes du deuil comme on en a parlé tout à l'heure. Mais aussi si c'est vraiment intégré par le cerveau comme un traumatisme, il y a tout ce qui va être désensibilisation au traumatisme, comme les méthodes comme le MDR, l'ICV, etc. Pareil, je le rappelle, ce n'est pas un signe de faiblesse de ne pas réussir à faire son deuil seul ou à vivre avec ses traumatismes. Et comme tu l'as dit, le temps, c'est très important. Mais voilà, le temps, en étant tout seul et en ne mettant pas des actions en place pour aller mieux, ça peut ne pas fonctionner. C'est le temps, mais en plus avec des actions concrètes et en demandant de l'aide qu'on peut aller mieux. Il ne faut pas rester seul. Bien sûr. Mais ça, on ne le répétera jamais assez, mais c'est vrai qu'il faut un peu enlever tous les clichés autour des psychologues et des suivis psychologiques. Non, les psychologues ne sont pas pour les fous. Déjà,
qui est fou, qu'est-ce qu'on appelle la folie, c'est une autre question très philosophique, mais en tout cas, sachez bien que la majorité des personnes qui nous consultent n'ont pas de psychopathologie. Et les psychopathologies, on va dire lourdes, les pathologies psychiatriques, relèvent de la fonction des psychiatres. Donc les psychologues peuvent venir en complément, mais les psychologues, à la base, nous ne sommes pas là pour traiter les troubles psychiatriques. Donc nous sommes là justement pour tous ces événements de vie-là, pour soutenir les personnes dans des moments où la détresse psychologique est là, pour les accompagner. Parce que effectivement, le temps peut faire les choses, mais parfois peut mal faire les choses. Donc parfois, vous allez avoir l'impression que ça va mieux, que vous allez mieux parce que effectivement le choc sera moins récent, donc tous les éléments somatiques dont on a parlé tout à l'heure seront moins violents, moins présents, le temps passe, vous aurez l'impression que vous irez mieux, sauf qu'en fait ce traumatisme va avoir un impact sur vos relations sociales à l'avenir, sur les réactions que vous allez avoir, sur les décisions que vous allez prendre, et ça va être totalement inconscient, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais le fait de ne pas avoir traité finalement ce mal-être et cette détresse peut avoir des impacts à long terme sur la façon dont vous allez avancer dans votre vie. Et tu as dit quelque chose, et dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, je me souviens, tu l'avais dit, un psychologue est là pour chaque événement de notre vie. Et en fait, un événement, ça peut être quelque chose de très simple ou quelque chose de très compliqué, mais en tout cas, il ne faut pas l'oublier. Voilà, un psychologue, c'est là pour nous aider et pas... c'est pas comme un psychiatre, comme tu l'as dit, avec tout ce qui est maladie mentale, et psychiatrique. Et ça c'est très très important de le rappeler. Bien sûr, et même au niveau de la psychiatrie, c'est important de faire la séparation aussi, parce qu'il y a certains psychiatres qui sont formés aux psychothérapies, donc qui peuvent recevoir pour de la psychothérapie, essentiellement de la psychanalyse en France, les psychiatres sont beaucoup formés à la psychanalyse, mais il y a aussi les pédopsychiatres pour tout ce qui est autisme, etc. C'est eux aussi qui peuvent donner des prescriptions médicales pour les antidépresseurs. Il y a aussi les médecins traitants, mais c'est quand même mieux d'aller voir un professionnel plus adapté en tout cas qu'un médecin traitant pour donner ce type de traitement. Donc voilà, il y a la psychiatrie, il y a ce qui est très lourd, il y a aussi ce qui est plus léger, mais effectivement les psychologues sont là pour tous les événements de votre vie, et il n'y a pas d'éléments qui ne sont pas légitimes pour aller consulter. Moi, j'entends beaucoup ça, oui, mais il y a des personnes qui vont plus mal que moi, il y a des personnes qui ont pire que moi, et moi, je me plains, et cette idée de légitimité, elle n'a pas lieu d'être finalement. À partir du moment où ça ne va pas, où un élément a un impact sur vous pour une raison X ou Y, vous êtes légitime en fait. C'est vous, c'est votre histoire. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun souci. Alors après, bien sûr, la prise en charge est adaptée. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de venir toutes les semaines si vous avez une demande ou vous n'êtes pas dans une très grande détresse psychologique, vous voulez plutôt, dans l'idée un peu d'un développement personnel, travailler sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous, sur l'affirmation de soi, sur les relations aux autres. Voilà, ensuite, la prise en charge va être adaptée. Mais vous avez toute votre légitimité. Et c'est vrai que seul, c'est parfois difficile, et parfois on enracine des choses qui auraient pu ne pas s'enraciner, qui auraient pu ne pas avoir d'impact sur la suite. Tout à fait, c'est très bien dit. Et pour conclure l'épisode, j'aime bien poser des petites questions. Bon, vu que je t'ai déjà reçu, tu nous as déjà partagé ton livre préféré et ta citation préférée. Mais là, je voulais avoir, si tu avais un conseil sur le bien-être mental à donner, qu'est-ce que tu dirais ? Instinctivement, comme ça, c'est peut-être un peu bateau, mais je dirais de ne pas chercher ailleurs tout ce qu'on n'a pas, mais de regarder autour de soi ce que l'on a. C'est un peu en lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, et voilà, tout ce que nous montrent les réseaux sociaux, tout ce qui est faux. Et c'est vrai qu'on vit dans une société où on a tendance à regarder comment est la vie du voisin. Et parfois, ça nous fait nous sentir mal par rapport à ce que nous, on a, alors que si on ne voyait que ce que nous, on a, ça nous rendrait très heureux. Donc parfois, c'est de ne pas toujours chercher à avoir plus ou à être plus heureux ou à posséder plus de choses, mais simplement voir ce que l'on a et voir la beauté dans chaque petite chose que l'on a, dans chaque personne qui est autour de nous, dans chaque petit événement anodin de la journée.
Et ça, finalement, ça peut entraîner un état de bien-être général qui va être très bénéfique, en fait, pour plein de choses et même pour ce dont on vient de parler. C'est un peu le principe de la gratitude, mais c'est vrai que c'est très, très utile. Eh ben, merci beaucoup, Laura, d'être venue sur le podcast et d'avoir traité ce sujet avec nous. Je te remercie 1000 fois. De rien, ça m'a fait très plaisir de revenir et c'est quand tu veux. Et puis, je le rappelle, je mettrai toujours le lien donc, du site de Laura dans le descriptif de l'épisode. Et je lui ai demandé en amont, Laura continue à prendre des patients. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. En plus, elle fait par visio. Donc, peu importe où vous êtes en France, vous pouvez faire une demande à Laura, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Merci beaucoup, Laura. Merci, à bientôt, Amandine. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. N'oublions pas, le sujet peut toucher n'importe qui et ça ne devrait pas rester un sujet tabou. Plus nous en parlerons, plus nous réussirons à faire changer les choses et peut-être même à sauver des vies. Merci et à très vite.